Pendant des décennies consécutives, l'humanité a été obsédée par l'apparition d'objets étranges volant dans le ciel, sans que personne ne sache de quel monde ils provenaient. Au milieu des rumeurs sur les extraterrestres, une hypothèse silencieuse, mais de plus en plus discutée, a toujours existé. C'est la théorie selon laquelle ces objets mystérieux ne viendraient pas du fin fond de l'univers, mais seraient plutôt le produit de projets top secrets créés par les grandes puissances de la Terre elles-mêmes. Des États-Unis à la Russie en passant par la Chine, de nombreux programmes militaires opèrent dans l'ombre et ne sont pas divulgués au public. Ils disposent de ressources financières colossales et de laboratoires souterrains, profondément enfouis, où des créations dépassant l'entendement commun sont discrètement fabriquées. Parmi les rumeurs les plus persistantes, on peut citer l'aéronef triangulaire souvent désigné sous le nom de TR-3B. On raconte qu'il a la capacité de flotter en plein air sans utiliser de propulsion traditionnelle et qu'il peut accélérer au-delà de toutes les limites que la science publique actuelle ne peut expliquer. De nombreux témoins affirment avoir vu de tels appareils traverser le ciel nocturne en douceur, sans émettre le moindre son et en laissant derrière eux une lueur bleu-violet pâle. Cependant, tous les rapports ont été rapidement démentis et les documents y afférents, s'ils existaient, n'ont jamais été rendus publics. L'histoire devient plus fascinante lorsque certains documents divulgués sur Internet décrivent des expériences liées à la technologie antigravité, bien qu'il n'y ait aucune preuve tangible. Ces documents mentionnent tous la même idée. Les humains n'ont pas inventé eux-mêmes ces dispositifs qui dépassent le niveau technologique actuel, mais ils ont en réalité été recréés à partir des débris d'objets étranges qui se sont écrasés sur Terre. Personne n'ose encore le confirmer publiquement, mais ces rumeurs continuent de se propager au sein de la communauté des chercheurs, devenant une étincelle qui enflamme l'imagination de tant de gens. L'histoire commence par une nuit brumeuse dans le désert du Nevada, lorsque le lieutenant Anton Riley reçoit un ordre d'urgence de la base. On lui demande de se rendre dans une zone bouclée et de ne poser absolument aucune question. En tant que pilote d'essai ayant servi de nombreuses années, Anton n'était pas étranger aux ordres top secrets. Cependant, un sentiment de malaise s'insinua en lui en voyant le convoi d'escorte pénétrer dans un immense tunnel souterrain, protégé par une porte d'acier épaisse de plusieurs mètres. À l'intérieur du tunnel se trouvait un monde complètement différent de tout ce qu'Anton avait connu. Des échafaudages de machines atteignant le plafond brillaient sous une lumière blanche. Les ingénieurs et les scientifiques se déplaçaient rapidement, comme s'ils étaient tous engagés dans une course contre la montre. Au centre de la pièce se trouvait un objet de forme elliptique, lisse, dont la coque métallique réfléchissait la lumière d'une manière étrange. Il ne ressemblait à aucun type d'aéronef qu'Anton avait jamais vu. Soudain, il réalisa que cette chose ne pouvait pas provenir d'une usine militaire ordinaire. Un général commandant s'approcha et demanda à Anton de signer un engagement de confidentialité absolue. Une fois cela fait, il fut conduit près de l'objet étrange. Le général expliqua que cela ne représentait qu'une partie d'un projet de recherche qui durait depuis des dizaines d'années. L'objet avait été récupéré d'un mystérieux crash dans l'Arctique la décennie précédente. Et depuis lors, les scientifiques n'avaient cessé de chercher à recréer sa technologie. En combinant des matériaux terrestres avec des fragments de technologie récupérés, ils avaient créé un type de véhicule hybride sans précédent dans l'histoire. Anton fut choisi pour être le premier à effectuer un vol d'essai. Bien que déconcerté, il enfila la combinaison de pilote spécial conçue par l'équipe de recherche. En entrant dans le cockpit, il eut l'impression de pénétrer dans un espace qui n'appartenait pas à l'humanité. Tous les instruments s'illuminaient d'une douce lueur, sans connexion physique ni bouton traditionnel. Il y avait quelque chose comme un flux d'énergie invisible qui animait toute la structure. Lorsque le moteur fut activé, il n'y eut ni explosion ni vibration, seulement la sensation d'un corps léger, comme soulevé par un mince courant d'air. L'objet commença à quitter le sol, puis s'éleva directement vers le ciel à une vitesse qu'aucun aéronef humain ne pouvait atteindre. À travers le hublot, Anton vit le monde en dessous se réduire en quelques secondes. Cependant, ce qui le stupéfia le plus fut la capacité de changer de direction brusquement sans générer de force d'inertie. Le test se déroula sans encombre, mais il laissa en lui une myriade de questions sans réponse. Après ce vol, Anton fut ramené à la base.
On lui ordonna de ne raconter cette histoire à personne, mais ce qui le tourmentait n'était pas l'ordre de garder le secret, mais le soupçon que ce qu'il venait de piloter n'était pas simplement une réplique technologique, mais peut-être l'objet original lui-même, restauré et réparé. Il commença à surveiller les activités clandestines de la base et découvrit de nombreuses données indiquant que le gouvernement ne se contentait pas de copier, mais cherchait également à activer l'intégralité du système de l'objet. Cela conduisit à un événement inattendu. Lors d'un autre essai, l'objet émit un signal étrange dirigé vers l'espace profond. Les scientifiques furent paniqués car ils n'avaient absolument pas programmé ce signal. C'était comme une annonce ou un appel à quelqu'un dans l'univers. À partir de ce moment, une série de phénomènes étranges commencèrent à se produire. Dans le ciel apparurent des traînées lumineuses suivant des trajectoires inhabituelles. Les stations radars enregistrèrent les signes d'objets non identifiés entrant dans la haute atmosphère terrestre. Personne n'osait conclure quoi que ce soit, mais tout le monde dans le projet comprenait qu'ils avaient peut-être involontairement réveillé quelque chose qui dépassait leur contrôle. Anton devint le personnage central dans l'effort de déchiffrer le signal, car il était le seul à avoir été en contact direct avec l'objet dans un environnement de fonctionnement complet. Bien que personne ne le dise à voix haute, tous espéraient qu'il trouverait un moyen d'arrêter la réaction en chaîne en cours. Mais alors qu'il s'approchait du cockpit, l'objet s'illumina automatiquement, comme s'il reconnaissait sa présence. Un flux de lumière douce mais puissante inonda l'espace. Et à cet instant, Anton vit des images étranges apparaître dans son esprit. C'étaient peut-être les souvenirs d'une civilisation lointaine, où la technologie et la pensée avaient dépassé de loin ce que les humains pouvaient imaginer. Il vit des cités flottant dans le ciel, des portails d'énergie ouvrant des chemins entre les étoiles. Il vit des êtres intelligents menant des explorations à travers la galaxie, et puis il vit la scène où ils tombèrent dans un conflit, provoquant la perte de vaisseaux de reconnaissance, dont l'un s'était écrasé sur Terre des milliers d'années auparavant. La dernière image était celle d'un astronaute étranger envoyant un signal de détresse avant de perdre le contact. Lorsque le flux de lumière s'éteignit, Anton comprit que l'objet était en train de réveiller un système de communication interstellaire. Les objets qui s'approchaient de la Terre pouvaient être des vaisseaux de sauvetage ou bien des vaisseaux de guerre. Personne ne savait avec certitude. Mais avant que les commandants aient pu prendre la décision de boucler le projet, le ciel au-dessus de la base s'illumina de la présence de 3 objets gigantesques. Ils flottaient dans un silence total, jetant leur ombre sur tout le désert. À cet instant, Anton réalisa une vérité simple, mais qui changea toute la perception de l'humanité, que peut-être les humains n'étaient pas les chasseurs dans l'univers, mais seulement les héritiers involontaires d'un patrimoine qui ne leur appartenait pas. Ces vaisseaux n'étaient pas venus pour envahir, ni pour sauver. Ils étaient venus réclamer ce qui avait été perdu. Dans un silence pesant, l'objet dans le hangar commença à vibrer légèrement et à briller, comme pour répondre à l'appel de ses semblables. La base tomba dans le chaos, mais Anton resta immobile, comme absorbé par ce moment fatidique. Il comprit que son destin était lié à ce secret dès l'instant où il avait mis les pieds dans le cockpit. Et puis, alors que la lumière enveloppait tout, il sentit son corps s'alléger, comme s'il était transporté dans un nouvel espace. Personne ne sait ce qui s'est passé ensuite. La base fut abandonnée. Le projet fut dissous. Le gouvernement garda le silence, comme si rien ne s'était jamais produit. Cependant, les récits sur les objets volants mystérieux se propagèrent à nouveau à travers le monde. On dit que parfois, on voit 3 traînées lumineuses flottant à la lisière du ciel, comme si elles cherchaient quelque chose. Et chaque fois que l'on mentionne l'hypothèse des projets top secrets, on se souvient de l'histoire d'Anton. Bien qu'aucune preuve n'indique qu'il ait jamais existé, mais parfois, dans le désert du Nevada, une rumeur persiste sur un écho vague venant du ciel. Certains croient que c'est son message, envoyé depuis un autre monde, où le secret des objets étranges a finalement été résolu. Le ciel au-dessus du désert cette nuit-là était si calme que tous les sons semblaient être avalés par l'obscurité étendue. Pourtant, dans ce silence, un léger sifflement retentit, comme le soupir d'un métal étiré. Une lueur bleu-azur traversa le ciel,
se courba puis disparut en un clin d'œil. Des dizaines de stations radars dans la région furent immédiatement secouées par le signal anormal. Mais les techniciens n'eurent que le temps de voir un point lumineux dessiner une courbe ne suivant aucune loi physique avant de disparaître de l'écran. Immédiatement, des signaux d'alerte furent envoyés directement à une base souterraine que la plupart des cartes du monde n'indiquaient pas. Dans la salle de contrôle, profondément enfouie sous terre, le colonel Lam se tenait les bras croisés devant le grand écran, le regard fixé sur les données reconstituées par des algorithmes prédictifs de mouvement. Il était habitué aux objets anormaux apparus au fil des ans. Mais ce qui venait de survoler le désert semblait dépasser tous les paramètres connus. Son accélération soudaine dépassait la limite de résistance de toute structure mécanique connue de la science civile. Mais Lam comprenait que l'humanité ne possédait pas seulement ce qui était annoncé dans les bulletins scientifiques. Les strates les plus profondes du monde humain cachaient toujours des choses que les civils ne pouvaient imaginer. Lorsque l'écran passa à la simulation de la forme de l'objet, une ellipse floue apparut, sans aile, sans moteur traditionnel. Un champ de force l'entourant déformait presque la structure de surface à chaque phase d'oscillation. Le moteur à l'intérieur semblait émettre un flux d'ions si dense qu'il formait une traînée lumineuse pâle. L'un fronça les sourcils. Un sentiment de familiarité lui vint à l'esprit. Ce n'était pas un ovni au sens où beaucoup l'imaginaient, mais en grande partie le résultat d'une technologie secrète créée par les humains eux-mêmes. Quelques ingénieurs de l'équipe avaient participé à des projets d'essai de moteurs à plasma avancés. Mais jusqu'à présent, aucun modèle n'avait pu atteindre une accélération non linéaire aussi puissante. Il se tourna lentement vers l'officier de service. Envoyait un ordre de traçage complet de sa trajectoire. Comparé avec la liste des unités d'essai de toutes les superpuissances, quelle que soit la superpuissance qui ose effectuer un vol d'essai juste au-dessus de notre zone de contrôle, elle possède certainement une technologie en avance sur son temps, dit Lam d'un ton calme, mais dont la voix trahissait une vigilance évidente. Alors que l'équipe d'analyse commençait à déployer les algorithmes de classification, un autre rapport fut transmis. Un drone de la station d'observation avait capturé une image floue de l'objet. Mais ce qui figea tout le monde fut la forme de son mouvement. En quelques images, l'objet sembla se diviser en deux ombres floues, puis se réunifier en moins d'un millième de seconde. Lam savait que ce n'était pas une illusion. C'était l'effet d'un champ de force courbant l'espace autour de l'objet. Cette technologie n'avait pas été inventée par les humains, mais provenait de quelque chose d'autre. Trouvé il y a très longtemps, il posa la main sur le panneau de commande en alliage brillant et froid. Dans les archives plus profondes sous la couche de granit, il y avait une source d'informations que seuls les dirigeants des programmes secrets connaissaient. Des décennies auparavant, des équipes d'exploration spatiale aux confins du système solaire avaient découvert des fragments de métal aux propriétés inexplicables. Ils n'appartenaient à aucune structure matérielle connue. Les étranges symboles à leur surface furent analysés pendant des années, mais personne ne les comprit entièrement. Cependant, lorsque les laboratoires de 3 superpuissances découvrirent secrètement leurs principes de fonctionnement, une course aux armements clandestines commença. Tous s'efforçaient de collecter la technologie des anciens champs de bataille spatiaux, dont l'humanité ne connaissait l'existence que par des vestiges flottant dans le vide. Lam avait personnellement participé à une mission d'étude sur ce qui était considéré comme les ruines d'une guerre entre deux civilisations éteintes depuis des millions d'années. Là, il avait été témoin de fragments de blindage aussi grands que des montagnes, ayant appartenu autrefois à de gigantesques machines de combat flottant dans le néant. Ces fragments de blindage contenaient des composés métalliques capables de s'auto-réparer lorsqu'ils étaient activés par un champ d'énergie approprié. De ces fragments ressemblant à de la roche naquirent des conceptions de drones ultra flexibles. Et aujourd'hui, les objets volants mystérieux que les civils appelaient ovnis n'étaient peut-être que le produit de cette course technologique entre les gouvernements. L'écran central s'illumina soudainement plus vivement. L'algorithme avait trouvé une similitude entre la trajectoire de l'objet et un modèle de conception jamais rendu public. C'était le modèle d'un drone tactique utilisant une IA militaire, appartenant à un programme nommé Javelot Fantôme. Le point effrayant de ce modèle de drone n'était pas sa vitesse, mais sa capacité à modifier son schéma de vol en temps réel en fonction des données de terrain.
Il pouvait courber sa trajectoire sans être affecté par l'inertie, grâce à un champ de force créant une couche d'espace comprimée à l'avant et détendue à l'arrière. Lorsqu'un drone atteignait une telle vitesse, il ne ressemblait plus à un véhicule volant, mais à un point clignotant entre deux positions dans l'espace. Le colonel Lam soupira doucement, comprenant que si une nation testait ce système sans préavis, il y avait certainement une raison profonde. La compétition clandestine était allée trop loin. Les secrets des civilisations anciennes avaient été exploités pour créer une puissance écrasante. Si elles n'étaient pas contrôlées, ces technologies pourraient briser tout équilibre entre les superpuissances, plongeant le monde dans le risque d'une guerre imprévisible. Il ordonna d'ouvrir une communication sécurisée avec le centre de recherche conjoint, où étaient conservés les documents sur la technologie collectée dans l'espace. Quelques secondes plus tard, l'image du professeur Hong apparut. Cet homme aux cheveux d'argent était l'une des rares personnes à avoir déchiffré la structure des particules de plasma dans les moteurs anciens. Lam avait besoin de savoir si l'objet qui venait d'apparaître pouvait être le produit d'une nouvelle nation entrée dans la course, ou s'il était lié à une autre découverte qui ne leur avait pas encore été signalée. Le professeur écouta, puis réfléchit longuement. Ensuite, il dit d'une voix lente que les stations d'études de la ceinture de Kuiper avaient récemment détecté de nombreux signaux d'énergie étranges. Ces signaux étaient similaires aux champs d'énergie qui entouraient autrefois les anciennes épaves de vaisseaux. Il était possible qu'une superpuissance ait discrètement collecté de nouveaux débris et commencé les essais. Mais il y avait une autre possibilité. Ces signaux n'étaient pas stables comme ceux des débris, mais ressemblaient plutôt à des signaux émis par quelque chose en activité. Un ancien appareil pas complètement éteint, Lam sentit un frisson glacial parcourir son échine. Si un appareil d'une ancienne civilisation existait encore en activité dans l'espace, toutes les technologies qu'ils avaient exploitées jusqu'à présent n'étaient que des fragments en marge de ces véritables capacités. Et si ces appareils étaient utilisés pour contrôler ou guider les champs de bataille spatiaux du passé, le fait qu'une nation l'active accidentellement pourrait avoir des conséquences inimaginables. À ce moment précis, le signal du système radar monta en flèche. Un deuxième objet apparut presque au même endroit que le premier. Mais cette fois, il se déplaçait plus lentement et semblait sonder les environs. Personne ne savait à qui il appartenait. Toute la salle de contrôle fut plongée dans un silence tendu. Lam demanda immédiatement le déploiement de drones de reconnaissance, espérant obtenir des images plus claires. Les drones de reconnaissance s'approchèrent rapidement de la position. Les images transmises stupéfièrent tout le monde. Le deuxième objet avait une structure qui ne ressemblait à aucune conception des programmes secrets sur Terre. Sa surface ressemblait à un métal liquide en oscillation constante, réfléchissant la lumière en bandes floues. Chaque fois qu'il changeait de direction, l'espace environnant se déformait comme la surface de l'oridé. Lam comprit que ce n'était pas un produit humain. C'était la trace de la civilisation qui avait créé les anciens champs de bataille. L'objet flotta quelques secondes puis disparut. Mais avant de disparaître, il émit une légère impulsion d'énergie. Tous les appareils de la région vibrèrent comme si quelqu'un les avait touchés. Les données enregistrées montrèrent que cette impulsion d'énergie correspondait à la fréquence autrefois trouvée dans le noyau de guidage des anciens débris. C'était comme un avertissement ou un réveil. Le colonel Lam savait que la course aux armements entre les superpuissances avait involontairement réveillé quelque chose qui dormait depuis longtemps. Les objets volants mystérieux qui apparaissaient en grand nombre n'étaient pas seulement une technologie en avance sur son temps, mais aussi le signe d'un nouveau chapitre dans l'histoire de l'humanité. Un chapitre qui pourrait propulser le monde dans une ère de conquête spatiale ou entraîner tout le monde dans une spirale de conflit avec une puissance hors de contrôle. Dehors, le ciel du désert était revenu à son calme initial, mais pour les personnes dans la base souterraine, ce calme n'était qu'un masque, cachant un avenir plein de bouleversements. Et lorsque le colonel Lam regarda l'écran une dernière fois cette nuit-là, il sut avec certitude que les objets qui venaient d'apparaître n'étaient qu'un début. Les secrets des anciens champs de bataille se réveillaient progressivement, et l'humanité devrait bientôt faire face à la vérité qu'elle n'était pas la seule propriétaire de la technologie entre ses mains.
Dans la nuit silencieuse qui s'étendait sur la frontière nord du continent d'Aan, les postes d'observation militaire fonctionnaient régulièrement, comme les respirations mécaniques d'un corps gigantesque. Tout se déroulait selon la procédure que les officiers connaissaient par cœur, jusqu'à ce qu'une étrange lueur apparaisse dans le ciel. Cette lumière ne clignotait pas comme un avion civil, ni n'émettait aucun son, mais glissait silencieusement à travers la couche de nuages comme si elle déchirait une fine fente dans l'air. Immédiatement, le système d'alerte automatique retentit, faisant converger les yeux des équipes de service vers l'écran radar qui oscillait violemment. Le signal non identifié apparaissait et disparaissait continuellement, comme s'il savait comment tromper tous les dispositifs de suivi. Dans le centre de commandement, le général Vin se tenait immobile devant le grand écran. Il avait vécu des dizaines de campagnes secrètes, mais n'avait jamais vu une cible se déplacer avec une accélération et une trajectoire aussi absurdes. Un groupe d'experts fut dépêché d'urgence pour analyser les informations. Cependant, toutes les données renvoyées par les stations périphériques n'étaient que des points lumineux flous et sans forme distincte. Le général Vin comprit que si cette source lumineuse était réellement la technologie d'une entité extraterrestre, la situation dépasserait toute capacité de contrôle. Mais il comprit aussi autre chose, de bien plus important. Si c'était la technologie secrète d'une organisation sur Terre même, alors tous les systèmes de défense actuels deviendraient obsolètes. Et cela signifiait une crise stratégique. Dès le lendemain, une réunion top secrète fut organisée au cœur d'une montagne, où se trouvait un centre de recherche militaire connu seulement d'un petit nombre de membres du personnel de haut rang. Là, la Dr A, une physicienne spécialisée dans les technologies de propulsion avancée, présenta son rapport sur les objets non identifiés apparus au fil des décennies. Elle indiqua que des projets extrêmement secrets avaient été menés depuis le début de la course aux armements. Ces projets utilisaient des moteurs à champ magnétique et à champ de force réactifs, créant une capacité de mouvement quasi sans friction. Cependant, en raison du risque trop élevé et du potentiel de déstabilisation géopolitique, tout avait été caché dans les strates les plus profondes des archives de la défense. Elle ajouta que de nombreux documents connexes avaient été effacés ou remplacés par des rapports falsifiés pour empêcher les fuites d'informations. Après avoir écouté, le général Vin ne pouvait toujours pas se calmer. Il demanda à voir les enregistrements radars de la nuit précédente. Tout le monde regarda attentivement les points lumineux flous disparaître et réapparaître continuellement à de nouvelles positions en un clin d'œil. Il ne ressemblait à aucun type d'équipement militaire actuel, et encore moins à un phénomène naturel jamais enregistré. Un jeune officier se leva pour rapporter qu'il avait contacté un ancien pilote qui avait été en charge des vols d'essai dans le programme spatial militaire 20 ans auparavant. Cet homme, bien que retraité, gardait un souvenir clair d'un type d'avion en forme de disque compressé, testé dans des conditions top secrètes. Selon son témoignage, l'avion était capable d'accélération soudaine et de virages à angle droit qu'aucun pilote ne pourrait supporter s'il était directement à l'intérieur. Cette technologie était alimentée par un réacteur à énergie miniature qui émettait un champ de force réduisant la masse effective de l'objet. Juste après quelques vols d'essai, la plupart des documents furent récupérés et leurs informations brouillées pour éviter de semer la panique au sein des forces si une fuite se produisait. Cette déposition plongea la pièce dans le silence. Le général Vin réalisa que les objets qui venaient d'apparaître n'étaient peut-être pas le signe d'une intrusion extraterrestre, mais la conséquence d'un programme top secret construit par une génération précédente, puis oublié ou ressuscité dans l'ombre. Cela expliquait aussi pourquoi l'armée effaçait souvent les documents connexes pour éviter de semer la panique ou pour maintenir un avantage stratégique sur les autres nations. Si cette technologie tombait entre de mauvaises mains ou était divulguée au mauvais moment, les conséquences seraient incalculables. Cependant, la Dr A émit une opinion qui inquiéta encore plus tout le monde. Elle affirma que, d'après les données récentes, la vitesse et la trajectoire de l'objet, cette fois-ci, dépassaient de loin tous les prototypes de l'histoire. Cela signifiait qu'une force quelconque avait recréé ou amélioré la technologie à un niveau que même l'équipe originale n'avait jamais atteint. Qui avait fait cela et dans quel but restait une question sans réponse.
Mais il était clair que la personne derrière l'enregistrement des vidéos radars floues, des documents incompréhensibles et des témoignages d'anciens militaires, puis leur diffusion dans la communauté, ne cherchait pas seulement à attirer l'attention, mais préparait peut-être un plan d'envergure. Le général Vin ordonna à toutes les unités de se tenir prêtes à déployer un mode de réaction rapide pendant que l'équipe d'analyse continuait de collecter des données. Les jours suivants, les objets réapparurent dans le ciel. Cette fois, ils volaient plus haut et se déplaçaient plus silencieusement, rendant leur identification par les systèmes de suivi encore plus difficile. Un rapport de renseignement secret indiqua que plusieurs autres pays avaient également enregistré des phénomènes similaires. Mais tous refusaient de commenter publiquement. Ce silence reflétait clairement ce que tout le monde comprenait. Implicitement, aucun gouvernement ne voulait révéler qu'il faisait face à une technologie capable de briser l'équilibre des puissances mondiales. Pendant ce temps, dans un ancien centre de recherche caché sous terre, un groupe d'ingénieurs indépendants menant un projet de vérification autonome publia leurs analyses en ligne. Bien qu'il ne s'agisse que de descriptions abstraites et de vidéos radars de mauvaise qualité, ils tentèrent de reconstruire le modèle de mouvement de l'objet. Selon eux, le système de navigation de l'objet était capable de lire les variations du champ magnétique terrestre et d'ajuster sa trajectoire en temps réel. Une telle technologie dépassait de loin toute imagination de l'industrie aérospatiale moderne. Ce qui était plus inquiétant, c'est que la communauté commençait à considérer cela comme une preuve tangible, faisant bouillir l'opinion publique qui exigeait la transparence de l'information. Mais l'armée continuait de garder le silence et de supprimer de nombreux messages sensibles pour éviter de propager la panique parmi la population. Un soir, alors que le général Vin examinait le dernier rapport, la base reçut soudain un signal crypté d'une source inconnue. Le signal contenait une chaîne de données, simulant la trajectoire de l'objet, avec une note demandant de cesser la poursuite pour ne pas provoquer de graves conséquences. Cependant, cette chaîne de données correspondait parfaitement aux données radars recueillies précédemment. Cela prouvait que l'expéditeur du signal possédait toutes les informations que l'armée avait tenté de dissimuler, et les comprenait même mieux qu'eux. Était-ce un avertissement ou une menace? On ne pouvait encore le savoir. Mais il était clair qu'une nouvelle force détenait une technologie supérieure et voulait que toutes les nations soient sur leur garde. Cette nuit-là, le général Vin se tenait sur la tour d'observation, regardant le ciel. Il vit un petit point lumineux apparaître, puis disparaître dès qu'il eut le temps de le distinguer. Un frisson lui parcourut l'échine lorsqu'il réalisa que ce jeu avait échappé à tout contrôle. La vérité se trouvait entre les couches floues des documents dissimulés, des vidéos radars peu nettes et des innombrables témoignages fragmentés de personnes qui avaient vu ce qu'elles n'étaient pas autorisées à raconter. Mais que ce soit une technologie créée par l'armée ou développée par une organisation secrète, une chose restait inchangée. La vérité devait être cachée au public pour éviter la panique, pour garder le secret militaire et pour maintenir un avantage stratégique dans un monde où tout risque pouvait se transformer en catastrophe. Le général Vin savait qu'il devait continuer son rôle, maintenir ce voile de silence jusqu'à ce que l'humanité soit prête à faire face à ce qui l'attendait. Et jusqu'à ce moment-là, les objets étranges continueraient de traverser le ciel, sous le regard étonné de ceux qui avaient la chance de les voir, avant de se fondre dans la nuit comme des secrets jamais résolus. Le ciel nocturne au-dessus de la station de recherche Alpha s'étendait toujours comme un tapis infini, parsemé des traînées silencieuses des corps célestes lointains. Lan se tenait devant la grande fenêtre, contemplant silencieusement les galaxies qui tournaient comme un fleuve de lumière. Depuis qu'elle avait pris ses fonctions à Alpha, son travail consistait principalement à collecter des données, à analyser les phénomènes étranges de la haute atmosphère et à les comparer aux modèles scientifiques existants. Cependant, ces derniers mois, quelque chose d'inhabituel était progressivement apparu dans les enregistrements qu'elle et ses collègues recueillaient. Des points lumineux changeant de vitesse trop rapidement, des sources de rayonnement apparaissant et disparaissant soudainement, des signaux pulsés qu'aucun émetteur humain ne pouvait produire. Malgré tout, Lan maintenait toujours une approche prudente. La science exige des données vérifiables, des observations reproductibles et des analyses physiques rationnelles pour garantir que tout ce que nous croyons être vrai soit fondé sur des preuves. C'est matin-là,
la station Alpha reçut une série de rapports du système d'observation automatique. Des points lumineux se déplaçant selon une trajectoire anormale avaient été enregistrés 3 fois de suite en une seule heure. Cela attira l'attention intense de l'équipe de recherche. Lorsque Lan ouvrit les données brutes sur son écran, elle remarqua que les caractéristiques de mouvement ne correspondaient à aucun type de drone civil, de satellite ou de ballon que les humains avaient jamais construit. Le changement de direction soudain et l'accélération de l'objet dépassaient la capacité de résistance de tout matériau existant. Pourtant, elle ne se précipita pas pour conclure. Elle comprenait qu'il existait des équipements militaires expérimentaux dont le monde scientifique civil n'avait jamais entendu parler. Ils pouvaient opérer en secret et posséder des capacités supérieures, rendant les données recueillies difficiles à expliquer. Lorsque les informations sur les phénomènes étranges commencèrent à se propager à l'extérieur, d'innombrables rumeurs apparurent sur le réseau de communication de la Terre. De nombreux groupes croyant aux théories du complot affirmaient que les gouvernements des grandes nations cachaient la vérité sur le fait que des extraterrestres avaient mis le pied sur la planète bleue depuis des décennies. Mais Lan restait fidèle à son point de vue scientifique clair. La science exige de la prudence. Il faut éliminer les erreurs de mesure, les illusions d'optique causées par l'atmosphère et même les cas simples comme la lumière réfléchie par les satellites. Elle pensait que s'il y avait vraiment un objet venant de l'extérieur de la Terre, les données devraient être si claires qu'elles ne pourraient être niées. Pourtant, même en se le répétant, Lan ressentait une étrange sensation, comme si quelque chose attendait d'être découvert. La nuit suivante, alors qu'elle était de service, le système d'alarme retentit lorsque le radar détecta un objet s'approchant de l'atmosphère terrestre à une vitesse qu'aucun objet artificiel ne pouvait atteindre. Elle lança immédiatement le protocole d'analyse. Les chiffres apparurent en masse. La masse de l'objet était trop petite par rapport à sa vitesse, ce qui sortait du cadre de l'analyse physique conventionnelle. S'il s'agissait d'une météorite, elle aurait dû créer un champ thermique très important en raison de la friction avec l'atmosphère. Mais il n'y avait aucun signe de rayonnement thermique suffisamment puissant. Elle tenta de trouver des explications conventionnelles, un mini-satellite hors de contrôle ou un objet en chute libre depuis l'espace. Mais rien ne correspondait. Une lueur blanche traversa le ciel comme une étoile filante, mais elle se déplaça horizontalement selon une courbe anormale. Lan sentit son cœur battre la chamade. Les phénomènes répétés, les données stables sur plusieurs nuits, et maintenant une image directe sous ses yeux. Elle activa le système d'enregistrement vidéo et découvrit une sorte de champ d'énergie entourant l'objet, déviant sa trajectoire de mouvement comme s'il glissait sur l'espace plutôt que de le traverser. La station Alpha devint immédiatement le centre d'une série d'activités de recherche. Des scientifiques de dizaines de pays accédant aux données de la station pour analyser et confirmer chaque paramètre. Les jours suivants, la station Alpha mesura de nombreux signaux spectraux de l'objet, mais tous étaient différents de toute matière naturelle jamais enregistrée. Lan et son équipe commencèrent à simuler la trajectoire, vérifiant chaque détail pour éliminer les erreurs. Cependant, ce qui les déconcertait le plus n'étaient pas les caractéristiques physiques de l'objet, mais son mouvement intentionnel. S'il ne s'agissait que d'un phénomène naturel, l'objet se déplacerait selon des lois familières. Mais il avait changé de direction 2 fois. Chaque fois au moment précis où les radars d'autres stations venaient d'être activés, comme s'il savait qu'il était observé. Les médias mondiaux explosèrent d'informations. Les gens du monde entier discutaient et imaginaient toutes sortes de scénarios. Mais Lan affirmait toujours que la science-fiction n'était pas une preuve factuelle. Elle n'ouvrait que des possibilités pour que les humains réfléchissent et explorent. La science exige une vérification objective sur des données reproductibles. Elle resta ferme sur sa position selon laquelle ce n'est qu'avec des preuves claires que l'on pourrait parler de la possibilité d'une origine extraterrestre. Une semaine plus tard, le phénomène observé réapparut. Cette fois, l'objet s'arrêta à une position à quelques centaines de kilomètres de la station Alpha. Les capteurs enregistrèrent de légères fluctuations du champ d'énergie qui l'entourait. Lan fixait l'écran, sentant que toutes les connaissances en physique qu'elle avait apprises étaient silencieusement remises en question. Puis,
Soudain, les signaux pulsés qu'elle avait vus dans les données passées réapparurent. Ils se répétaient avec un cycle si régulier et précis qu'il ne pouvait être aléatoire. Ce type de signal ressemblait à une structure d'information, pas à une perturbation naturelle. À cet instant, Lan réalisa que la science se trouvait peut-être à un nouveau seuil, non pas en croyant à des spéculations sans fondement, mais en comprenant que l'univers est trop vaste pour que les humains puissent affirmer tout savoir. La science-fiction a souvent avancé des idées audacieuses, devenant parfois une source d'inspiration pour des avancées scientifiques remarquables. Peut-être que dans ce ciel existaient des phénomènes que nous ne comprenons pas encore. Mais pour affirmer qu'ils sont des signes d'intelligence extraterrestre, il faudrait bien plus de preuves claires. L'objet resta immobile un moment de plus, puis disparut soudainement, laissant un espace silencieux comme si rien ne s'était passé. La station Alpha continua de fonctionner à plein régime, des équipes d'experts du monde entier continuant d'analyser. Quant à Lan, elle se tenait toujours près de la grande fenêtre, contemplant le ciel nocturne plongé dans le silence. Elle savait que quoi qu'il se soit passé, le monde scientifique ne s'arrêterait jamais. La science ne court pas après les théories du complot, mais cherche toujours la vérité basée sur des preuves. Pourtant, alors que la lumière des étoiles lointaines se reflétait dans ses yeux, Lan ne pouvait nier une pensée qui surgissait silencieusement, que quelque part, dans l'immense univers, il y avait peut-être quelque chose qui attendait d'être découvert. Et les humains, avec leur soif insatiable de connaissances, continueraient d'avancer, élargissant pas à pas les frontières du savoir pour trouver des réponses aux mystères qui dépassent la compréhension actuelle, sous le ciel nocturne aux étoiles pâles d'une ville moderne, où les tours de verre s'élèvent comme des monuments d'une nouvelle ère. L'histoire commence au moment où la frontière entre la science rationnelle et les rumeurs mystérieuses devient plus fragile que jamais. Les humains vivent à une époque où la technologie dépasse de loin l'imagination de leurs ancêtres. Mais c'est aussi une ère de doute, de murmures et de scepticisme quant à ce qui est caché derrière le rideau du pouvoir. Au sein de ce courant existe une petite mais persévérante communauté, convaincue que ce que la science officielle publie n'est que la partie émergée de l'iceberg. La partie immergée étant soigneusement cachée dans des pièces sombres où des décisions importantes sont prises à l'insu de tous. L'histoire, transmise sur des forums secrets, commence par un événement étrange survenu de nombreuses années auparavant, lorsqu'un objet non identifié s'est écrasé dans une région désertique et isolée. Les scientifiques officiels ont déclaré qu'il ne s'agissait que d'une météorite, mais la communauté du complot n'y a pas cru. Ils croyaient qu'il s'agissait d'un vaisseau spatial extraterrestre qui avait été capturé et immédiatement transporté dans une zone militaire, loin des regards du public. Selon eux, le vaisseau n'était pas seulement la première preuve de vie extraterrestre, mais aussi la clé d'une technologie dépassant la compréhension actuelle. Cette histoire s'est largement répandue et a pris racine dans l'esprit de nombreuses personnes, car elle suggérait que quelque chose se passait hors du contrôle de l'humanité. Dans un autre recoin de la société, des récits d'une alliance secrète entre les humains et les extraterrestres ont commencé à émerger. Ils croyaient que depuis des décennies, des visiteurs des étoiles étaient venus et avaient négocié avec les gouvernements humains, apportant des offres à la fois dangereuses et séduisantes. La communauté du complot imaginait des réunions secrètes dans des salles froides souterraines où la lumière ne pénétrait jamais, où de hauts gradés militaires et des êtres intelligents venus de loin discutaient de l'avenir des deux espèces. Ceux qui croyaient en cette hypothèse soutenaient que les dirigeants nationaux avaient accepté de céder une partie de leur contrôle en échange de fragments d'une technologie supérieure que l'humanité n'avait jamais vue. Ces histoires semblaient absurdes mais étaient pleines d'attrait, car elles donnaient le sentiment que le monde entier n'était qu'une façade et que la vérité se trouvait profondément enfouie sous des couches de secrets que personne n'était autorisé à toucher. À partir de ces rumeurs, les hypothèses sont devenues plus complexes. Cette communauté, croyant à l'existence de bases souterraines où la technologie extraterrestre était étudiée dans le plus grand secret. Selon eux, sous les montagnes majestueuses, au fond des océans profonds, ou même juste sous les grandes villes, se trouvaient de vastes installations construites uniquement pour la recherche et la recréation de technologies venues de l'espace lointain.
Là, les humains tentaient de restructurer les matériaux étranges trouvés dans les vaisseaux écrasés, découvraient des sources d'énergie propres et illimitées, et testaient des appareils capables de courber l'espace, de voyager dans le temps et d'ouvrir de nouvelles dimensions. La communauté du complot croyait que les scientifiques de l'ombre avaient réalisé des avancées bien au-delà de ce que le monde savait, et que cela pourrait non seulement changer l'avenir de la technologie, mais aussi renverser toute la structure du pouvoir de l'humanité. Mais ce qui les confortait le plus dans leurs convictions était la raison qui, selon eux, expliquait le silence du gouvernement. Ils soutenaient que la dissimulation de la vérité ne provenait pas seulement du désir de monopoliser la technologie, mais aussi de la peur que cette vérité ne provoque l'effondrement de la civilisation ou ne modifie l'équilibre des pouvoirs mondiaux. Ils imaginaient que si un jour l'humanité apprenait unanimement qu'elle n'était pas seule, qu'il existait des civilisations plus avancées qui l'observaient ou même intervenaient dans sa vie, alors tout le système politique, économique et social pourrait être bouleversé. La panique se répandrait. La confiance dans la science traditionnelle serait ébranlée et les nations pourraient se lancer dans une course dangereuse pour posséder la technologie extraterrestre. Par conséquent, selon les partisans de la théorie du complot, les dirigeants étaient contraints de garder le secret à tout prix, même si cette vérité pouvait changer l'avenir de l'humanité pour le mieux. Au milieu de cette vague de débats sans fin, il y avait un personnage nommé Tai, un jeune chercheur qui se tenait toujours à la frontière entre les deux mondes, croyant en la science, mais incapable d'éteindre sa curiosité pour ce que le public ne savait pas. Tai a grandi avec une passion pour l'exploration spatiale, lisant des centaines de travaux de recherche sur l'astrophysique et participant à des projets d'observation de phénomènes étranges dans l'espace. Pourtant, chaque fois qu'il entendait les histoires que la communauté du complot propageait, il sentait des couches de flou recouvrir la vérité, l'empêchant de croire pleinement ou de rejeter complètement. Ce tiraillement l'a poussé à entreprendre son propre voyage de découverte. Puis, lors d'une exploration d'une ancienne zone militaire aujourd'hui abandonnée, Tai découvrit par hasard un étrange tunnel s'enfonçant profondément sous terre. Cet endroit ne ressemblait à aucune installation militaire ordinaire, sans panneaux, sans dossier, et semblait avoir été délibérément caché de toutes les cartes officielles. Entrant, Tai sentit un froid glacial lui parcourir l'échine, comme s'il pénétrait dans un territoire interdit aux humains. Les murs métalliques vieillis, les tuyaux s'étendant à perte de vue dans l'obscurité, les pièces silencieuses depuis des années, mais portant encore l'empreinte des recherches qui y avaient eu lieu. Tout semblait confirmer que cet endroit avait autrefois eu un but bien plus grand que ce que les rapports officiels n'avaient jamais mentionné. Dans une pièce située au plus profond du tunnel, Tai trouva un appareil étrange avec une structure ne ressemblant à aucune technologie qu'il connaissait. L'objet avait une surface lisse comme un liquide solidifié, émettant une faible lueur comme la respiration d'une créature endormie. En touchant sa surface, Tai sentit un étrange flux d'énergie se transmettre dans sa main. Comme si l'objet répondait, il comprit que cette chose ne pouvait pas être d'origine humaine. Le choc mêlé de peur fit battre son cœur à tout rompre. Mais en même temps, il réalisa qu'il venait de franchir le seuil d'une vérité qui pourrait changer tout en quoi il avait toujours cru. À partir de cet instant, Tai comprit que les rumeurs n'étaient pas entièrement sans fondement. Il réalisa que la science et les théories du complot n'étaient pas seulement opposées, mais se complétaient parfois, aidant les humains à voir le monde sous différents angles. La science apporte clarté et logique, mais ce sont les doutes mystérieux qui poussent les humains à se questionner et à chercher sans cesse. L'important n'est pas de croire aux rumeurs ou aux rapports, mais d'oser entreprendre le voyage de découverte de la vérité par sa propre expérience. Quando Tai quitta la base, le soleil était déjà haut et les premiers rayons du nouveau matin éclairaient son visage. Il savait que ce qu'il avait trouvé n'était pas la fin, mais seulement le début. Le monde vaste cachait encore d'innombrables secrets, et la vérité dépassait parfois l'imagination de quiconque. Dans cet état d'esprit, Tai poursuivit son voyage, portant en lui la conviction que, quelle que soit la différence entre la science et le complot, la soif de découverte est toujours la lumière qui guide l'humanité tout au long de son interminable périple.
Le ciel de la ville de Vinlam était toujours illuminé par les lumières des stations de recherche suspendues dans les airs. Les habitants s'étaient habitués au léger bourdonnement des moteurs à réaction qui maintenaient la stabilité de ces structures gigantesques. Sous le vernis glamour d'une société qui célébrait le progrès technologique, la méfiance s'insinuait dans chaque conversation chuchotée dans les petits cafés en bord de route. Ils parlaient d'objets volants non identifiés, de secrets dissimulés, de l'ombre de forces contrôlant quelque chose qui dépassait l'entendement du public. Ces histoires s'étendaient des forums obscurs aux rassemblements spontanés, où la croyance se construisait non pas sur des preuves, mais sur l'intuition et une vague anxiété. Au milieu de cette atmosphère, un jeune scientifique nommé Tahan s'engagea dans la voie de la recherche avec une foi absolue en la science pure. Il croyait que chaque phénomène pouvait être expliqué par l'observation et un raisonnement rigoureux, que seules les données menaient à la vérité. Depuis son enfance, Han était fasciné par les modèles astronomiques, par les images de planètes lointaines. Et maintenant il travaillait dans le laboratoire de pointe de la ville, qui rassemblait les esprits considérés comme l'élite de la nouvelle génération. Mais Han ne pouvait ignorer le fait que chaque fois qu'il entrait dans son laboratoire, les regards silencieux des habitants à l'extérieur semblaient toujours le suivre. Il croyait que la communauté scientifique en savait plus que ce qui était annoncé. Ils affirmaient avec conviction que quelque chose avait été trouvé des dizaines d'années auparavant et que le gouvernement le dissimulait intentionnellement. Chaque fois qu'il entendait ces mots, Han souriait légèrement, le sourire de quelqu'un qui croit aux preuves et non aux conjectures. Cependant, cette croyance commença à vaciller le jour où il découvrit accidentellement une série de données à accès restreint. Ce jour-là, Han avait simplement l'intention de vérifier les simulations d'énergie plasma pour un projet en cours. Le système lui était si familier qu'il opérait presque par instinct. Pourtant, lors d'une commande d'accès, il découvrit un identifiant étrange. Il menait à un entrepôt de données sécurisé au plus haut niveau, où personne de son rang n'avait le droit de regarder. Han aurait dû sortir immédiatement, mais la curiosité est toujours la faiblesse de ceux qui poursuivent la science. Il essaya un algorithme de déchiffrement secondaire programmé lors d'un cours avancé. Et à sa grande surprise, il ouvrit la première couche de verrouillage, puis la deuxième. Et au moment où la troisième couche s'ouvrit, son écran fut inondé de résultats qui firent battre son cœur à tout rompre. Le flux de données affichait des paramètres qu'il n'avait jamais vus dans aucune technologie humaine. Des structures moléculaires dont la forme ne suivait aucune loi physique familière. Des plans de moteurs utilisant des champs d'interférence d'ordre zéro. Ce que l'on pensait n'existait qu'en théorie. Plus important encore, dans le coin de l'écran se trouvait une note classée top secrète. La première ligne indiquait clairement que les échantillons avaient été extraits d'une source d'origine extraterrestre et étaient stockés et étudiés depuis plus de 3 décennies. Le plus terrifiant n'était pas l'existence de cette technologie, mais le fait que l'humanité la copiait en secret. Han resta immobile, sentant son monde s'effondra en silence. Tous les doutes du public sur le manque de transparence s'avéraient en partie justifiés. L'asymétrie de l'information entre la communauté des chercheurs et le public avait créé un environnement parfait pour l'existence des théories du complot. Et l'existence même de ces données ne faisait qu'attiser le feu. Mais le pire était qu'il savait qu'il venait d'entrer dans une zone dangereuse. Le système avait certainement enregistré son code d'accès, et quiconque découvrirait son intrusion ne le laisserait pas tranquille. Han décida de sauvegarder une partie des données sur sa mémoire personnelle, non pas pour les rendre publiques au monde, mais pour s'assurer que la vérité ne disparaisse pas s'il lui arrivait quelque chose. Mais dès qu'il retira le dispositif, le voyant de sécurité du laboratoire passa au rouge. Une notification apparut, indiquant un accès non autorisé dans une zone restreinte, demandant à tout le personnel de se présenter. Han éteignit rapidement l'appareil, le glissa dans la poche de sa veste et tenta de garder une apparence calme en sortant. Cependant, il vit 2 personnes en uniforme noir qui l'attendaient devant la porte. Ils demandèrent à vérifier son équipement personnel. Dans ce moment décisif, Han n'avait qu'un seul choix. Il dit qu'il devait quitter le bâtiment en raison d'une urgence familiale. Ils ne le crurent pas, mais ne purent l'arrêter sans preuve.
Han quitta le laboratoire, s'efforçant de garder une démarche stable, mais son cœur battait comme un tambour de guerre. Dehors, le jour déclinait, la lumière du soleil se projetant sur les hauts bâtiments en une traînée de lumière floue. Han courut vers son petit appartement au rez-de-chaussée de la ville. Il savait qu'il n'avait plus le temps. La vérité dans la poche de sa veste était comme un feu qui pouvait le consumer à tout moment. Il connecta les données à son appareil personnel pour les revoir. Les notes devenaient de plus en plus claires. L'humanité utilisait la technologie extraterrestre pour des projets militaires. Des composants de simulation biologique étaient greffés sur des matériaux extraterrestres. Des tests flottants en orbite avaient réussi à un niveau bien au-delà des attentes. Tout était caché sous le prétexte de développer des technologies d'énergie propre. Han sentit la peur et l'indignation monter en même temps. Pourquoi la communauté scientifique était-elle devenue l'instrument d'un plan non transparent? Pourquoi des esprits dévoués étaient-ils placés dans une situation où ils ne faisaient que des recherches sans connaître la vérité derrière? Il espérait pouvoir croire qu'il ne s'agissait que de données de simulation. Mais tous les paramètres étaient trop complets pour être faux. La nuit tomba. Han s'assit près de la fenêtre, observant les halos de lumière flottant dans le ciel de la ville. Il savait qu'il devait trouver quelqu'un de confiance. Quelqu'un qui comprenait à la fois la science et qui n'était pas pris dans l'appareil de surveillance du gouvernement. À cet instant, il se souvint du professeur Trin, qui lui avait enseigné la physique quantique. Le professeur avait quitté l'Institut après une vive controverse sur la transparence des sujets nationaux. Beaucoup le considéraient comme trop extrémiste. Mais Han sentait qu'il était la seule personne qui pouvait écouter cette histoire. Le lendemain matin, Han prit l'appareil de stockage et quitta la ville. Il se fondit dans la foule dense de la gare centrale, puis monta dans un train en direction du nord. Mais après quelques heures seulement, il remarqua que quelqu'un le suivait. Un homme silencieux, assis à quelques rangées de lui, mais dont le regard ne quittait pas les padans chaque fois qu'il se levait. Quand Han changea de wagon, l'homme changea aussi de wagon. Son cœur s'y glace. Tout s'était passé trop vite. Les données qu'il transportait avaient certainement été marquées. Il voulait le faire taire avant que la vérité ne puisse s'échapper. Han décida de quitter le train avant son arrêt. Il entra dans la forêt en bordure de route, où les arbres étaient suffisamment denses pour cacher la vue. Le sentiment d'être traqué le tendit complètement. Un léger bruit derrière lui le fit sursauter et se retourner. L'homme du train apparut, toujours silencieux et sans expression. Han recula, serrant l'appareil comme s'il tenait sa propre vie. Mais avant que le pire n'arrive, une sirène puissante retentit. Un véhicule tout-terrain sortit d'un chemin de terre, se plaçant entre les deux hommes. La portière s'ouvrit et Han vit le visage familier du professeur Trin. Le professeur fit signe à Han de monter immédiatement dans la voiture. Alors que la voiture démarrait en trombe, il expliqua qu'il avait suivi le signal d'accès non autorisé du laboratoire. Il savait que c'était temps, car seul Han était capable de briser ce code. Et il savait aussi que la sécurité enverrait quelqu'un pour s'en occuper. Il était arrivé juste à temps car il avait deviné le moment où Han quitterait le train. Dans la voiture cahotante, Han tendit l'appareil au professeur et lui raconta tout d'une traite. Le professeur regarda les données apparaître devant lui et ses yeux brillèrent d'un mélange de peur et de confirmation. Il dit qu'il avait soupçonné l'existence de la technologie extraterrestre des dizaines d'années auparavant, lorsqu'il avait découvert des échantillons de tests qui ne correspondaient à aucune structure physique connue. Mais il avait été contraint de se taire. Maintenant, avec cette preuve, la vérité ne pouvait plus être enterrée. Le professeur dit qu'il devait se rendre dans un endroit sûr, où les signaux ne pourraient pas être tracés, où il pourrait analyser toutes les données et prendre une décision sur le fait de les rendre publiques ou de les garder. Han regarda par la fenêtre de la voiture. La route devant eux était sombre, mais il savait qu'il avait franchi la frontière d'une aventure où la science et le complot se mélangeaient d'une manière inattendue. Il ne savait pas où l'avenir le mènerait. Seulement que la vérité était entre ses mains et qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Dans le ciel, les points lumineux des stations de recherche continuaient de flotter comme des yeux géants en regardant le monde. Mais cette fois, Han sentit qu'il les regardait droit dans les yeux sans plus avoir peur.
car il savait que ce voyage ne faisait que commencer. Dans la lumière tamisée de fin d'après-midi, dans une base située au cœur d'une région désertique et isolée, le docteur Han sortit du laboratoire principal et prit une profonde inspiration, comme pour se délester du poids des heures de travail intense. Ce centre de recherche top secret existait sous de multiples couches de camouflage. De l'extérieur, il ressemblait à une simple station météorologique. Mais à l'intérieur se cachaient des secrets qui pourraient changer le cours du développement de toute la civilisation humaine. Pendant de nombreuses années, le gouvernement avait soigneusement gardé secrets les fragments de mystérieux crashs de vaisseaux. Des objets étranges dont la structure dépassait de loin les capacités de fabrication humaine. Ils avaient émis l'hypothèse d'une étrange combinaison les ovnis apparus au fil des décennies pourraient être à la fois d'origine militaire, issus de projets top secrets, et d'essence extraterrestre, provenant de civilisations d'outre-terre. C'est cette intersection ambiguë qui avait créé une zone grise où la vérité et l'hypothèse se confondaient, où Han consacrait sa jeunesse à chercher des réponses. À l'intérieur des salles de stockage froides, des dizaines de fragments d'alliages étranges étaient placés dans des enceintes de verre entourées d'un champ d'énergie. Ces matériaux ne se corrodaient pas malgré les décennies. Ils étaient incroyablement légers, mais plus durs que n'importe quel alliage fabriqué par l'homme. Les chercheurs les appelaient des matériaux ultra-résistants, un nom simple qui ne faisait qu'attiser la curiosité sur la technologie qui se cachait réellement derrière. Han avait observé à de nombreuses reprises les motifs minuscules à leur surface. Des veines semblables à des vaisseaux sanguins entrelacés, donnant l'impression qu'ils étaient vivants, qu'ils se transformaient à chaque fluctuation d'énergie. Il était convaincu que cette technologie n'avait pas été créée par les humains, et que, si elle était correctement rétro-conçue, elle pourrait ouvrir une toute nouvelle ère technologique. Au centre du complexe de laboratoire se trouvait une chambre de réaction protégée par 3 couches de murs d'isolement. À l'intérieur se trouvait un mini-réacteur reconstruit à partir des débris d'un objet qui s'était écrasé dans les montagnes du Nord des années auparavant. Le réacteur n'était pas plus grand qu'une valise. Mais la source d'énergie qu'il émettait était si puissante que le système de mesure devait être constamment mis à niveau pour éviter la surcharge. Personne ne comprenait le type de carburant qu'il utilisait, ni comment sa structure interne pouvait maintenir une stabilité absolue. Certains scientifiques pensaient qu'il ne s'agissait pas d'une réaction de fusion ou nucléaire au sens conventionnel, mais peut-être d'une forme de réaction énergétique à un niveau que les humains n'avaient jamais approché. Han se tenait souvent devant la vitre d'observation, sentant la légère vibration du sol chaque fois que le réacteur démarrait. Il savait très bien que si l'on comprenait son principe, le monde n'aurait plus à dépendre des sources d'énergie traditionnelles. Quelques salles plus loin se trouvait la zone de test du système antigravité, le dispositif le plus mystérieux et aussi le plus dangereux de tout le projet. Son noyau avait été trouvé à l'intérieur d'un compartiment de vaisseau presque entièrement détruit. Seule la sphère argentée au centre était restée intacte. Lorsque des capteurs étaient placés près de la sphère, ils commençaient à se dérégler, les pendules oscillant dans des directions qui ne suivaient pas les lois conventionnelles. L'énergie qui s'en échappait créait une zone d'espace déformée, faisant s'alléger les objets, puis flotter sans aucune force de portance. La sensation de voir un bloc de métal pesant des dizaines de kilos léviter devant lui donnait toujours la chair de poule. Non pas par peur, mais en réalisant que les humains étaient très proches de la porte des voyages qui n'existait auparavant que dans les récits de science-fiction. Mais derrière toutes ces découvertes merveilleuses se cachait une multitude de mystères non résolus. Sur les fragments récupérés, des symboles étranges apparaissaient de manière répétée. De nombreux experts linguistes avaient tenté de les analyser, mais sans pouvoir déterminer s'il s'agissait d'une forme d'écriture ou simplement de symboles techniques. Chaque symbole était lié à un type de champ d'énergie différent, et tous semblaient coordonnés pour faire fonctionner le système global. Cela renforçait la conviction d'Han que ces objets ne pouvaient pas avoir été fabriqués par des humains, car même les meilleurs chercheurs ne pouvaient imaginer comment une technologie pouvait lier la physique, les matériaux et l'énergie dans une structure aussi sophistiquée. Unanoit, alors qu'Han vérifiait les données dans son bureau, le système d'alerte se déclencha. Un signal provenant d'une zone au sud indiquait qu'un objet non identifié tombait à grande vitesse, mais sans générer la chaleur d'une météorite classique.
Quelques secondes plus tard, toute la base passa en état d'alerte et l'équipe d'intervention rapide fut immédiatement déployée. Han et son équipe furent envoyés sur les lieux pour collecter de nouveaux échantillons, comme si tout avait été planifié depuis longtemps. L'hélicoptère qui les transportait atterrit sur un terrain aride où le sol avait été retourné, laissant un trou profond scintillant d'une lumière bleuâtre. Le fragment au centre du trou ressemblait à une sphère brisée en deux, des veines lumineuses clignotant le long des fissures. En s'approchant, on sentit un vent froid s'échapper de la sphère. Une sensation similaire à celle de se tenir devant une source d'énergie qui tentait de cacher sa vraie nature. Bien que l'équipe de mesure ait affirmé qu'il n'y avait aucun signe de radioactivité, tout le monde ressentait une pression invisible enveloppant l'espace environnant. Han posa la main sur la surface du fragment et le sentit vibrer doucement, comme s'il répondait à sa présence. Il semblait que l'objet envoyait un signal, mais personne ne comprenait ce qu'il voulait communiquer. Au loin, une lumière vive s'alluma puis s'éteignit, comme si quelque chose les observait d'en haut. Lorsque le fragment fut ramené au laboratoire, les systèmes de capteurs commencèrent à enregistrer des fluctuations étranges, qui coïncidaient avec des changements dans les matériaux ultra-résistants stockés auparavant. Les anciens échantillons réagissaient au nouveau, comme s'ils appartenaient à la même structure vivante. Cela conduisit l'équipe de recherche à formuler une hypothèse audacieuse: la technologie extraterrestre n'était peut-être pas simplement une machine inanimée, mais fonctionnait peut-être sur un principe d'interaction biologique à un niveau très élevé. Le gouvernement émit également une autre hypothèse. Certains ovnis pourraient en fait être le produit de projets militaires secrets visant à exploiter la technologie extraterrestre, tandis que d'autres seraient les objets originaux venus de civilisations lointaines. Les deux origines entremêlées rendaient toutes les hypothèses plus complexes et aussi beaucoup plus dangereuses. Le temps passa et le nouveau fragment provoqua de plus en plus de phénomènes étranges. Certains nuits, tout le système électrique du laboratoire vacillait, comme si un flux d'énergie traversait les circuits souterrains. Certains chercheurs entendaient un son faible, semblable à une respiration, provenant de l'endroit où le fragment était stocké. Han, quant à lui, sentait clairement que l'objet n'existait pas seulement, mais qu'il tentait de communiquer. Mais les humains n'avaient pas encore le langage pour répondre. Lors d'une séance d'observation, il remarqua que la lumière du fragment se concentrait en petits points, formant une figure très semblable à une carte de nébuleuse. En la copiant et en la comparant avec les données astronomiques, ils réalisèrent que la structure correspondait à une région de l'espace à des milliers d'années-lumière du système solaire. Cette découverte renforça encore plus la possibilité que l'origine de la technologie qu'ils étudiaient venait réellement de l'extérieur de la Terre. Une réunion d'urgence fut organisée en pleine nuit, avec la participation de hauts fonctionnaires. Ils comprirent que si cette carte était réellement une forme de signal, alors l'expéditeur attendait peut-être une réponse. Cependant, répondre à une civilisation extraterrestre pourrait comporter des risques que personne ne pouvait prévoir. Une faction proposa de garder le secret absolu et de cesser toutes les expériences. L'autre considéra que c'était une opportunité historique d'ouvrir la porte à la communication entre les civilisations. Han se tenait à la frontière entre ces deux choix, sentant la responsabilité qu'il portait. Il savait que s'il restait silencieux, il ne comprendrait jamais le but de ces objets mystérieux qui tombaient sur Terre. Mais s'ils envoyaient un signal en réponse, cela pourrait entraîner des conséquences imprévisibles. Finalement, ils optèrent pour l'approche la plus prudente. L'équipe de recherche activa le mini-réacteur à faible puissance et utilisa le champ antigravité pour créer une forme d'impulsion de réponse simulant la fréquence du fragment. Lorsque l'impulsion fut émise, l'atmosphère du laboratoire sembla se figer. Tous restèrent immobiles, observant l'écran des capteurs. Quelques secondes plus tard, toutes les lumières de la pièce virèrent au bleu azur. Le fragment commença à briller plus intensément, puis se sépara lentement en couches, comme les pétales d'une fleur qui s'épanouit. Un flux de données massif se déversa dans le système, faisant fonctionner les serveurs au-delà de leur capacité. Des symboles étranges apparurent en masse sur l'écran, comme un message qui affluait. Mais alors que le flux de données atteignait son apogée, un son retentit qui stupéfia tout le monde.
Ce n'était pas le bruit d'une machine, mais un son ressemblant à une voix, émanant de l'espace lui-même. Un murmure grave mais clair s'insinua dans leurs oreilles, bien qu'il ne corresponde à aucune langue connue de l'homme. En perçut le sens non pas par les mots, mais par le sentiment. Comme un avertissement et aussi une invitation, le fragment se referma ensuite et tomba dans un état de sommeil profond, laissant un silence absolu. À cet instant, An comprit que ce qu'ils avaient vu n'était qu'une infime partie d'un vaste réseau de communication existant entre les étoiles. Les humains n'étaient peut-être qu'un observateur fortuit tombé sur la ligne de transmission. Et le fait de répondre ou non déciderait de bien plus qu'un avenir technologique. Cela déciderait de la place de l'humanité sur la carte de l'immense cosmos. An sortit du laboratoire et leva les yeux vers le ciel nocturne où les étoiles scintillaient comme de petits points, symbolisant les milliers de civilisations qui pourraient exister. Il savait que le voyage ne faisait que commencer et que ces fragments d'OVNI n'étaient pas seulement de la technologie à rétroconcevoir, mais aussi des pièces d'une histoire beaucoup plus grande. Un jour, quand ils en sauraient assez, l'humanité comprendrait pourquoi ces objets s'étaient écrasés sur Terre. Et alors la question de la combinaison entre ovnis militaires et extraterrestres ne serait plus une hypothèse, mais une vérité ouvrant une ère de découverte sans précédent. Sur le ciel nocturne et serein d'une ville côtière, une lueur floue a soudainement éclaté, attirant l'attention de nombreuses personnes qui regardaient vers le haut. Cette lumière ne ressemblait à aucun avion que l'homme ait jamais connu. Elle ne produisait pas de bruit assourdissant. Elle flottait en l'air comme un disque de miroir géant. Les rumeurs sur les ovnis se sont rapidement propagées via les réseaux sociaux et les médias traditionnels. Les gens ont commencé à se demander s'il existait des créatures extraterrestres qui nous observaient. Dans le cœur de beaucoup, la peur et la curiosité se mêlaient. Mais il y avait aussi des scientifiques qui considéraient calmement ce phénomène comme une opportunité. Les extraterrestres n'apparaissaient pas directement pour communiquer avec l'humanité. Ils n'intervenaient pas dans notre vie quotidienne. Ils observaient seulement, ils surveillaient secrètement de loin, enregistrant les progrès de l'humanité, analysant comment les humains construisaient leur société, créaient des technologies, provoquaient des conflits et s'harmonisaient. Ces ovnis étaient des véhicules de surveillance. Ils volaient silencieusement dans le ciel. Ils disparaissaient lorsque les humains s'approchaient et ils réapparaissaient dans des endroits reculés. Les extraterrestres semblaient respecter le principe de non-ingérence. Ils ne faisaient que collecter des données comme de grands chercheurs de l'univers. Du côté humain, la réaction fut très rapide. Lorsque les nouvelles sur les ovnis ont inondé les médias, les gouvernements et les armées ont commencé à mener des campagnes secrètes pour enquêter. Ils ont construit des avions furtifs, des dispositifs de surveillance avancés, et même des aéronefs simulant les modèles d'ovnis. Les ovnis militaires des humains étaient une tentative de répondre ou d'imiter la technologie que nous pensions être celle des extraterrestres. Certains projets ont été déployés dans le secret le plus absolu dans des bases reculées au milieu du désert ou au plus profond des jungles, là où le regard du public pouvait difficilement atteindre. De là est né un monde parallèle où les deux technologies existaient simultanément mais se cachaient l'une de l'autre. Les extraterrestres continuaient leur mission de surveillance, mais ils ne connaissaient pas toutes les capacités des humains. Les humains effectuaient également des vols furtifs, mais ils ne comprenaient pas assez bien ces surveillants silencieux. Il y eut des moments où les deux camps faillirent se rencontrer, lorsqu'un ovni humain et un objet étrange apparurent en même temps dans le ciel. Mais grâce à des mesures de dissimulation et de navigation habiles, tous gardèrent leur secret. L'histoire tourne autour d'une scientifique nommée An, une ingénieure aérospatiale travaillant pour un programme militaire secret. An avait entendu des rumeurs sur des ovnis mystiques, mais elle n'y croyait pas vraiment jusqu'à ce qu'elle participe au projet de développement d'un nouvel avion furtif. Ce projet, nommé Lumière de l'Aube, était l'aboutissement de nombreuses technologies de pointe, utilisant des matériaux ultra légers, des moteurs à plasma et un système de contrôle radio top secret. An et son équipe ont développé le prototype de cet avion et se préparaient pour le premier vol d'essai. Lors d'une nuit d'essai, alors que l'avion furtif humain s'élevait dans le ciel, An observa à travers le hublot du cockpit et sentit un flux d'énergie étrange.
Sur l'écran de contrôle apparurent des signaux anormaux, des points lumineux comme des étoiles filantes autour du vaisseau. Elle eut juste le temps d'avertir ses coéquipiers qu'un objet rond émergea silencieusement sur le côté droit. L'avion artificiel et l'ovni mystérieux glissèrent en parallèle dans l'obscurité. On sentit son cœur battre la chamade, mais ses instruments n'enregistrèrent aucun signe d'attaque ou d'agressivité. L'objet étrange semblait simplement s'arrêter, étudier, observèrent. La lumière qu'il émettait était douce et d'une teinte bleue argentée. Le vaisseau furtif des humains paraissait minuscule dans l'immensité de l'espace, comme une jeune lune vacillante. Cette surveillance dura quelques minutes, ou peut-être seulement quelques secondes. Mais pour un, ce fut un moment qui changea sa vie. Lorsque l'objet étrange partit, elle retourna à la base avec de nombreuses questions en tête, se demandant quel était le but des extraterrestres. De retour au siège, An fit son rapport à ses supérieurs. La direction du projet Lumière de l'Aube semblait désemparée. Certains soupçonnaient que ce contact était le résultat de la technologie qu'ils avaient eux-mêmes développée, pensant que les signaux pouvaient provenir de leur propre avion furtif. Mais An affirma que les caractéristiques de l'objet étrange ne pouvaient être expliquées par la technologie humaine actuelle. Elle demanda à poursuivre l'enquête, voulant installer un système d'enregistrement plus sophistiqué, voulant trouver un moyen de communiquer. Pendant ce temps, de l'autre côté, les extraterrestres observaient en silence. Ils suivaient An et ses collègues depuis longtemps. Ils avaient analysé le processus de production de l'avion furtif. Ils avaient enregistré comment les humains réagissaient à leur apparition. Mais ils n'avaient pas de plan d'intervention énergique. Un petit groupe parmi eux était passionné par l'exploration. Ils voulaient comprendre les humains comme nous étudions une civilisation étrangère. Ils considéraient la surveillance comme une noble mission scientifique. Un jour, An reçut un signal étrange du nouveau système de capteurs qu'elle avait installé. Un flux d'ondes électromagnétiques, à la fois semblable à un langage et à un code informatique. Apparue, elle passa des heures devant son ordinateur, à analyser, à traduire chaque chaîne de caractères, essayant de comprendre si c'était un message des extraterrestres ou simplement des interférences. Chakenuit, elle veillait, tiraillée entre sa responsabilité envers l'humanité et son désir de découvrir le nouveau. Mais certaines forces au sein de l'armée n'étaient pas comme An l'espérait. Certains craignaient que la technologie extraterrestre, si elle tombait entre les mains des humains, ne représente une menace colossale. Ils s'inquiétaient de l'armement de la technologie extraterrestre. Ils voulaient s'emparer des secrets à des fins stratégiques. Ils surveillaient secrètement An. Ils suivaient chaque étape du projet. Lumière de l'Aube devint le point central d'un conflit entre le groupe scientifique et le puissant groupe militaire. An réalisa qu'elle ne pouvait pas continuer seule. Elle décida de partager ses découvertes avec ses deux collègues les plus fiables, Lin, une experte en télécommunications, et Ru, un pilote expérimenté. Elle leur raconta tout sur les signaux étranges, sur l'apparition de l'objet lors des essais. Lin et Hui hésitèrent au début, mais après avoir vu les données irréfutables, ils décidèrent de coopérer. Les trois formèrent un petit groupe secret, leur objectif étant d'établir un véritable contact sans être contrôlés par le groupe militaire. Ils construisirent un émetteur de signaux spécial, des Haute Technologie, capable de crypter de manière flexible pour envoyer des messages difficiles à falsifier. Par une nuit de lune pule, ils apportèrent l'équipement dans un champ isolé où le ciel était clair et calme. Ils envoyèrent la première séquence de code, en modulant sa voix à travers le système micro-ondes. Lin surveillant les fréquences, Hui gardant un petit avion prêt à décoller si une évacuation était nécessaire. Ils visèrent droit vers le ciel et attendirent. Les minutes passèrent. Tendues, l'émetteur silencieux, l'air comme suspendu. Finalement, un signal de réponse arriva. Une vague de lumière floue apparut à l'horizon, formant progressivement une grande forme ronde. La lumière bleue argentée émanant de l'objet fit battre leur cœur plus vite. Leurs appareils enregistrèrent un flux de données en retour. Ce n'étaient pas seulement des ondes électromagnétiques, mais plutôt une réponse structurée.
significative. On leur répondait. Cependant, peu de temps après, le groupe militaire aux yeux perçants remarqua quelque chose d'inhabituel. Ils suivirent la position des trois, envoyant des hélicoptères et des avions pour approcher la zone. Han, Lin et Hui se retrouvèrent isolés entre la scène du contact et les forces de contrôle. Mais les extraterrestres ne firent aucun mal. Ils n'attaquèrent pas. Ils gardèrent leur distance. Ils observaient toujours. Il semblait qu'ils respectaient leur engagement au principe de non-ingérence. Mais le fait que des humains entrent en contact avec eux rendit la faction militaire confuse et furieuse. Une nuit décisive arriva. Han, Lin et Hui décidèrent d'envoyer un message de réconciliation et de désir de coopération. Ils l'exprimèrent en code informatique et en images, envoyant une simple carte de la galaxie, esquissant l'emplacement de la Terre et invitant au partage des connaissances. Ils ne visaient pas à s'emparer de la technologie, mais espéraient un échange civilisé. Lorsque le message fut transmis, une longue traînée de lumière apparut dans le ciel, comme une onde cosmique se déplaçant lentement. L'objet étrange apparut plus près, à une altitude plus basse. La lumière qu'il émettait était plus forte, comme une confirmation qu'il avait reçu le message. À ce moment-là, tous les trois ressentirent une étrange harmonie, comme s'ils se tenaient au bord d'une rencontre cosmique. Ils virent la forme mince et circulaire de l'objet. Ils sentirent un léger flux d'énergie se propager dans l'espace. Leur émetteur se mit à résonner au rythme du code. Et c'est comme si une voix invisible résonnait à travers les ondes électroniques. Mais ils n'entendirent aucune parole avec leurs oreilles humaines, ne l'aperçurent que par leur esprit et leur intuition. Ils comprirent que c'était une nouvelle forme de communication, non pas verbale, mais un code rythmique. Ce contact ne devint pas un événement public mondial. Le groupe militaire voulait cacher toutes les preuves. Ils ordonnèrent l'arrêt de toutes les activités du projet et le bouclage de la zone. Moïse, Han, Lin et Hui refusèrent d'abandonner. Ils sécurisèrent leurs données, copièrent tous les signaux, stockèrent les codes de réponse, prirent des photos de la lumière et enregistrèrent toutes les fluctuations de fréquence. Ils partagèrent les informations avec quelques scientifiques de confiance en dehors du système militaire pour maintenir en vie le rêve de contact. Grâce aux efforts des trois, un réseau secret se forma entre ceux qui voulaient comprendre les extraterrestres et ceux qui craignaient d'utiliser la technologie à des fins de guerre. Le monde souterrain de la science et du renseignement émergea, où la technologie humaine et la technologie extraterrestre coexistaient. Les extraterrestres continuaient leur vol de surveillance. Ils gardaient leur distance. Mais maintenant, ils savaient qu'il y avait des humains qui les comprenaient et désiraient se connecter. Cependant, cette dissimulation comportait également de grands risques. Il y avait une division entre les factions humaines. Certains chefs militaires extrémistes voulaient attaquer pour s'emparer de la technologie afin de contrôler le monde. Certains scientifiques modérés voulaient coopérer pour faire progresser la connaissance de l'humanité. Le conflit latent grandissait, mais restait caché dans l'ombre. Le rendre public provoquerait un chaos mondial, déclencherait une course aux armements extraterrestres et mènerait à une catastrophe. Unenuit, alors que les trois transmettaient à nouveau un signal, un groupe d'avions militaires étranges s'approcha de très près. Ils craignaient que la communication ne soit interrompue ou attaquée. Mais au lieu d'être réprimé, l'objet étrange répondit non pas avec force, mais avec une lumière douce. Une colonne de lumière descendit vers eux, mais sans aucune destruction. C'était comme un salut, comme un symbole de confiance. Han, Lin et Hui se tenaient silencieusement sous la colonne de lumière, leur cœur battant à tout rompre et leurs yeux embués par l'émotion. Cette nuit-là, ils réalisèrent que les extraterrestres avaient la capacité d'attaquer ou de détruire. Mais ils avaient choisi de ne pas le faire. Ils tenaient leur engagement d'être des observateurs non interventionnistes. Ils respectaient le droit à l'autodétermination des humains. Ils pourraient aussi s'approcher davantage pour partager leurs connaissances, mais restaient très prudents car l'humanité était encore jeune dans cet univers. Ils voulaient une relation à long terme, non dépendante de la peur ou de la coercition. L'histoire ne se termine pas par une victoire éclatante, mais par un début humble.
Lin et Hui sont devenus les gardiens du premier contact secret entre les humains et une civilisation extraterrestre. Ils ont continué leur travail en silence, poursuivant leurs recherches et envoyant de nouveaux messages. Ils n'attendaient pas une intervention massive, mais espéraient que cette relation mènerait à une compréhension plus profonde. Dans leur cœur, ils espéraient qu'un jour, les humains et les extraterrestres partageraient leurs connaissances, que nous pourrions apprendre les uns des autres sans armes. Le monde gisait dans l'ombre du secret, un monde où la technologie humaine et la technologie extraterrestre coexistaient, où les ovnis militaires et les ovnis de surveillance volaient côte à côte, où les humains et les extraterrestres se dirigeaient ensemble vers un avenir d'exploration mais harmonieux. Et dans cet univers vaste et infini, 3 êtres humains minuscules avaient posé les premières briques d'un pont entre 2 civilisations. Depuis très longtemps, l'humanité a toujours levé les yeux vers le ciel nocturne, avec le désir ardent de trouver des traces de vie extraterrestre. Cependant, personne ne s'attendait à ce que la vérité arrive un après-midi d'août, lorsque les premiers signaux étranges furent captés par le système de télescope du Centre de recherche national. Les scientifiques avaient détecté une forme de signal avec une structure logique étrange, ne correspondant à aucun phénomène naturel jamais enregistré. Et cela ouvrit la porte à une série de spéculations audacieuses selon lesquelles une autre intelligence tentait peut-être de communiquer avec les humains. Cette nouvelle se propagea rapidement au sein des équipes de recherche, créant une atmosphère d'excitation sans précédent. Ils vérifièrent, comparèrent, analysèrent et exécutèrent des simulations pendant des jours. Ce n'est que lorsque l'image floue d'un objet volant non identifié apparut sur l'écran radar que les scientifiques comprirent vraiment qu'ils étaient au seuil d'un moment qui allait changer toute l'histoire. Cependant, la joie de la découverte n'eut pas le temps de se répandre que des officiers militaires apparurent immédiatement, exigeant la mise sous scellé de toutes les données et ordonnant à tout le monde de garder le secret le plus absolu. Selon eux, l'apparition de l'objet étrange pourrait constituer une menace pour la sécurité nationale, et toutes les informations devaient donc être strictement contrôlées. Pendant ce temps, le groupe de scientifiques croyait que cette affaire devait être annoncée au monde entier. Ils soutenaient que la divulgation de la vérité aiderait l'humanité à mieux se préparer, tout en ouvrant la possibilité d'une coopération entre différentes civilisations. Le premier débat éclata dans la salle de réunion souterraine. Le chef de l'équipe scientifique affirma avec fermeté que si la vérité était cachée, les humains ne réaliseraient jamais de progrès majeurs dans la connaissance. Le représentant militaire, quant à lui, soulignait que toute action impulsive pourrait provoquer une réaction imprévisible de l'entité extraterrestre et causer le chaos à l'échelle mondiale. Alors que les 2 camps se disputaient sur la question de savoir s'il fallait divulguer ou cacher, l'objet étrange atterrit soudainement dans la forêt du Nord. Une équipe de reconnaissance fut envoyée pour encercler la zone, établir un périmètre de sécurité et préparer la voie à l'équipe de recherche. Lorsque la poussière se dissipa de la surface de l'objet, tout le monde resta sans voix, car il ne ressemblait à aucun type de vaisseau connu. La surface du fuselage était lisse comme un bloc de métal vivant, respirant silencieusement, émettant une douce lueur à la frontière entre le naturel et l'artificiel. La porte du vaisseau s'ouvrit lentement, et une créature en sortit. Son apparence était grande et mince, ses mouvements gracieux, ses yeux brillants, reflétant une étrange lueur métallique. Personne ne savait si elle était amicale ou hostile, ni ce qu'elle voulait. Mais une chose était claire, elle observait chaque personne avec un regard indéchiffrable. Les scientifiques ressentirent immédiatement l'intelligence supérieure qui émanait de cette créature. En revanche, les officiers posèrent la main sur leurs armes, prêts à réagir si la situation tournait mal. La créature extraterrestre n'émit aucun son, mais immédiatement après, une série d'appareils électroniques dans la zone subirent des interférences. Un champ d'énergie se propagea, faisant légèrement trembler le sol, forçant les troupes militaires à reculer pour éviter le danger. Lorsque le signal se stabilisa, une ligne de texte étrange apparut sur le dispositif de traduction. Le texte indiquait que la créature était venue à la recherche d'une source d'énergie qu'elle appelait le noyau stellaire. Selon a description, c'était une forme d'énergie capable de changer l'équilibre des pouvoirs
de toute la galaxie. Cela rendit l'atmosphère encore plus tendue, car personne ne savait si le noyau stellaire existait sur Terre. Et si oui, qui avait le droit de décider de son sort. À partir de là, la guerre secrète entre les factions devint de plus en plus intense. La faction scientifique voulait analyser la technologie de la créature extraterrestre, comprendre son but et transformer cet événement en un tournant pour la connaissance humaine. La faction militaire, quant à elle, estimait que toute information rendue publique pourrait provoquer la panique. Il voulait garder la créature extraterrestre sous surveillance étroite, proposant même de l'interroger pour la forcer à en révéler davantage. Les deux positions opposées se heurtaient constamment à chaque réunion, dans chaque plan d'action, et l'atmosphère était si tendue qu'une simple erreur pouvait conduire à une catastrophe. Pendant que les humains restaient perplexes entre la peur et la curiosité, la créature extraterrestre restait aussi mystérieuse qu'à son arrivée. Elle ne montrait jamais d'hostilité, mais ne révélait pas non plus ses pensées. Parfois, elle regardait silencieusement le ciel nocturne, ses yeux émettant une faible lueur, comme si elle calculait quelque chose au-delà de la compréhension humaine. D'autres fois, elle observait la Terre avec une étrange fascination, comme si elle mémorisait chaque mouvement du vent, chaque vibration du sol. Cela rendait difficile pour tout le monde de déterminer si elle appartenait au camp du bien ou du mal. Le point culminant de la confrontation eut lieu lorsque les scientifiques découvrirent que la créature extraterrestre ne cherchait pas le noyau stellaire sur Terre. Son véritable objectif était de déterminer si les humains avaient le potentiel de devenir des alliés dans une guerre entre civilisations cosmiques. Lorsque cette information fut divulguée, la faction militaire la considéra immédiatement comme le signe d'une menace potentielle. Car si une guerre spatiale existait, s'allier ou s'opposer pourrait entraîner la Terre dans un danger. En revanche, la faction scientifique y vit une opportunité sans précédent d'élargir la connaissance et de participer au réseau de savoir des civilisations plus avancées. Les deux camps ne réalisèrent pas que la créature extraterrestre observait leurs réactions pour évaluer leur capacité à s'unir. Témoin de la profonde division entre les humains de la même espèce, elle commença à montrer sa déception par de légers changements dans le champ d'énergie qui l'entourait. Ce changement rendit de nombreux appareils instables, signalant qu'elle pourrait partir à tout moment ou, pire, changer complètement son objectif initial. La situation devint encore plus incontrôlable lorsque certains membres de l'armée planifièrent secrètement de capturer la créature extraterrestre pour la forcer à révéler sa technologie. Dans le même temps, un groupe de jeunes scientifiques tenta secrètement d'aider la créature à s'échapper, croyant que c'était la seule option pour éviter une escalade du conflit. La guerre secrète se déroulait en silence, personne ne sachant que ces décisions plaçaient la planète entière sur la ligne de crête entre la paix et l'anéantissement. La dernière nuit avant la fin de la période d'évaluation de la créature extraterrestre, un événement inattendu se produisit. Une colonne de lumière géante apparut du ciel, comme un rappel que d'autres forces observaient la Terre. La faction militaire, paniquée, déploya des troupes pour encercler la zone, tandis que la faction scientifique se précipita dans l'espoir de convaincre la créature que les humains avaient encore une chance. C'est à cet instant que la créature extraterrestre prit la parole pour la première fois. Elle dit que l'humanité avait un potentiel immense, mais que la division entre ceux qui partageaient la même maison les rendrait faibles face à toute autre civilisation. Le flux d'énergie dans le ciel se réduisit lentement, puis se dissipa comme s'il n'avait jamais existé. La créature extraterrestre regarda tout le monde une dernière fois, son regard plein de réflexion, comme si elle portait des millions d'années d'expérience d'une civilisation lointaine. Elle entra dans son vaisseau et la porte se referma progressivement, laissant derrière elle des humains qui n'avaient pas encore compris ce qu'ils venaient de perdre. Le vaisseau s'éleva doucement, puis disparut dans le ciel nocturne et silencieux. À partir de cet instant, tout le monde comprit que la guerre secrète ne faisait que commencer. La faction scientifique et la faction militaire continuaient de s'affronter sur la manière de percevoir le monde extérieur. La créature extraterrestre était partie, mais elle avait laissé un avertissement: l'avenir de la Terre serait décidé par les choix même des humains. Quoi qu'il en soit, cette histoire ouvrait d'innombrables nouvelles directions de développement.
prête à devenir le prélude à de plus grandes aventures de science-fiction, où la vie extraterrestre n'est pas seulement un espoir, mais aussi un défi qui oblige l'humanité à changer pour survivre et grandir dans l'immense univers. Dans le ciel nocturne couvert de nuages semblables à de l'encre diluée, la ville de Neolakha brillait toujours de ses rubans de lumière blanche et froide, enroulés autour des tours qui perçaient le vide. Les gens s'étaient depuis longtemps habitués à observer des points lumineux étranges se déplaçant dans l'atmosphère. Les agences de recherche et les forces militaires avaient toutes recueilli d'innombrables rapports, mais aucune preuve n'avait jamais montré que ces objets appartenaient à une intelligence extraterrestre. Malgré cela, la conviction du public ne s'estompait pas. Il levait toujours les yeux au ciel chaque nuit, le cœur rempli d'espoir et d'excitation quant à la possibilité qu'une autre civilisation observe l'humanité de très loin. Arin était un jeune scientifique à l'Institut de recherche spatiale, qui avait passé la majeure partie de sa vie à traquer les signaux anormaux émanant de l'atmosphère. Depuis son enfance, Arin était passionné par les histoires de science-fiction, imaginant toujours des vaisseaux scintillants traversant l'espace infini. En grandissant, cette passion enfantine devint la force motrice qui le poussa à rejoindre le domaine de la recherche astronomique. Il croyait que la vérité se cachait toujours derrière les brumes du doute et de la peur. Avec suffisamment de patience, les humains trouveraient la réponse. Unenoit. Alors que les équipements de l'Institut fonctionnaient en mode de surveillance automatique, le système enregistra soudainement une série de fluctuations de champs magnétiques inhabituelles au-dessus de la mer à l'est. Au début, Arin pensa qu'il s'agissait d'une perturbation naturelle causée par une tempête électromagnétique. Cependant, en analysant plus profondément, il remarqua que les fréquences de fluctuation avaient une structure quasi rythmique. Elles ne suivaient aucune variation atmosphérique enregistrée. Cela laissa Arin perplexe pendant des heures, comme si quelque chose d'invisible l'invitait à chercher la vérité. Le lendemain matin, Arin demanda la permission au directeur de l'Institut de lancer une mission d'étude indépendante. Bien que la direction ne soit pas entièrement convaincue par l'hypothèse qu'il avançait, l'atmosphère générale de la communauté scientifique et de l'armée à cette époque était influencée par une série de rapports sur des apparitions d'OVNI au cours des derniers mois. Les forces d'observation avaient enregistré de nombreux objets se déplaçant à des vitesses dépassant les capacités de la technologie actuelle. Le voyage d'Arin fut donc approuvé en silence, mais avec beaucoup de prudence. Sur un petit navire fendant la vaste mer, Arin et son équipe de soutien de 7 personnes étaient équipés des derniers appareils de mesure de champs magnétiques et de capteurs spectraux. Personne ne parlait beaucoup. Ils se concentraient uniquement sur le tableau de bord clignotant de lumière bleue. La mer sombre en dessous semblait retenir son souffle, attendant. Lorsqu'ils s'approchèrent de la zone d'où provenait le signal, les appareils commencèrent à vibrer légèrement. Les chiffres sur l'écran changeaient constamment, donnant l'impression qu'une entité invisible se déplaçait juste sous la coque du navire. Soudain, une lueur argentée jaillit du fond de la mer, s'étirant comme une colonne de lumière géante. Un objet émergea lentement, sans produire aucun son ni impact avec l'eau. Il était lumineux mais pas éblouissant, semblant être composé de milliards de petites particules d'énergie agglutinées. L'équipe d'Arin resta figée, personne n'osant respirer ou dire un mot. L'objet flottait dans les airs, puis se déplaça légèrement vers la droite. Tous les instruments de mesure devinrent instables, mais la lumière de l'objet était douce et gracieuse, comme une créature qui respire. Arin sentit son cœur battre la chamade. Il réalisa que ce dont ils étaient témoins dépassait de loin toutes les publications sur la technologie militaire. Aucune nation ne pouvait créer quelque chose se déplaçant avec une telle fluidité absolue. Du cœur de l'objet, une légère lueur bleu-azur se propagea vers l'extérieur, formant des cercles concentriques qui s'élargissaient progressivement sur la surface de la mer. Toute l'équipe ressentit une sensation très étrange. Ce n'était pas de la peur, et encore moins une menace. La sensation ressemblait à un salut silencieux, non pas par la voix, mais par une vibration dans l'air. À cet instant, l'objet émit un rayon de lumière directement vers le navire d'Arin. La colonne de lumière n'endommagea pas l'équipement, mais enveloppa le navire comme une fine membrane.
Arin sentit un flux d'informations étranges envahir son esprit. Ce n'étaient pas des mots, ni des simargues, mais plutôt des fragments de souvenirs liquides s'assemblant en un concept difficile à décrire. Il vit des cités flottant au milieu de nébuleuses, des champs de lumière s'étendant à l'infini, et des créatures aux formes fluides avec une structure d'énergie pure. Tout apparut comme le récit d'une civilisation qui existait depuis des millions d'années. Lorsque le rayon de lumière se rétracta, l'objet commença à reculer vers le haut, puis disparut dans les nuages. La mer redevint paisible, comme si rien ne s'était passé. Les écrans des appareils se stabilisèrent progressivement. L'équipe d'Arin resta silencieuse, personne ne voulant briser ce moment de silence magique. Bien que personne ne l'ait dit à voix haute, tout le monde comprit que l'instant qu'ils venaient de vivre avait changé leur vision du monde pour toujours. De retour à l'Institut, Arin dut faire face à un long interrogatoire. L'armée voulait savoir si cet objet avait un lien avec une grande puissance. Les scientifiques sceptiques demandèrent pourquoi il n'y avait pas d'image claire de la structure de l'objet. Bien que toutes les données enregistrées montrassent une énergie émise ne ressemblant à rien de ce que l'homme connaissait. Beaucoup de gens essayaient encore de l'expliquer avec de vieux modèles. Arin présenta patiemment ses arguments, mais il comprit que ce qu'il avait ressenti de ce mystérieux flux d'informations dépassait les capacités de quantification de la science actuelle. La nuit tombait. Arin se tenait sur le toit de l'institut de recherche. Le ciel nocturne, d'un noir profond, était parsemé de points lumineux silencieux. Il se souvint de l'étrange sensation de paix qu'il avait éprouvée devant cet objet. Il comprit que les ovnis n'étaient pas seulement le signe d'une technologie avancée, mais aussi une porte vers des questions qui dépassaient les limites humaines. L'OVNI se situait à la frontière de la science expérimentale, de la technologie militaire, de la croyance populaire et de l'imagination humaine. C'est cette intersection ambiguë qui avait nourri des générations de passionnés d'exploration et de création. Arin ferma doucement les yeux et laissa son esprit écouter le souffle de l'univers. Il savait que cette rencontre n'était qu'un début. Tout le monde ne croirait pas à ce qu'il avait vu, mais il était convaincu que la connaissance humaine continuerait de s'étendre avec le temps. Les objets mystérieux dans le ciel continueraient d'apparaître. De nouvelles questions continueraient de surgir. Et à la frontière fragile entre la réalité et l'imagination, les humains continueraient d'écrire des histoires sans fin sur l'immense univers. L'OVNI n'est pas seulement un objet non identifié, c'est un symbole de la soif de découverte de l'humanité. Il pousse les humains à s'interroger sur leur place dans le vaste espace, sur les inconnus qui attendent d'être nommés. C'est grâce à cette ambiguïté que les scientifiques continuent de chercher, que les ingénieurs continuent de créer, que les amateurs de mystère continuent de rêver, et que le monde de la littérature de science-fiction continue d'exploser avec d'innombrables nouvelles idées. Arin sourit en pensant à cela. L'univers est plus vaste que toutes les limites que les humains ont jamais fixées. Ces objets scintillants pourraient être un rappel que la connaissance ne fait que commencer à s'ouvrir. Et c'est de cette ambiguïté que les histoires, les découvertes et les rêves d'avenir continuent d'être écrits, comme une épopée infinie de l'imagination et de la soif de découverte.